Bonjour, donc du coup je m'appelle Lionel Davoust. Dans la vie je fais plein de trucs, mais principalement j'écris des bouquins. À la base je n'ai rien à voir avec les bouquins. En gros je suis ingénieur agronome spécialisé biologie marine. Je continue à faire un peu moins maintenant parce qu'on peut pas tout faire, mais de la traduction littéraire de l'anglais vers le français, là aussi dans la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Je m'appelle Mélanie Fazi. J'ai deux casquettes différentes qui sont d'un côté traductrice et d'un autre côté auteur. Je gagne ma vie vraiment en tant que traductrice, c'est mon métier à temps plein, et je publie en parallèle, plutôt des nouvelles fantastiques on va dire. Je suis traductrice uniquement de l'anglais vers le français. Alors Jean-Yves Côté, je suis traducteur de l'anglais vers le français, et je fais de la traduction depuis une quinzaine d'années, à plein temps. J'ai fait une formation qui était orientée à la fac vers la traduction, et en sortant de là j'ai commencé à chercher des traductions et à ne pas en trouver pendant un moment. Donc à avoir des boulots alimentaires, bon, on est tous passés par là. Et pendant un moment, j'ai commencé, notamment grâce à la revue Ténèbres, à qui j'avais vendu mes propres textes, j'ai commencé à faire des traductions de nouvelles ou de textes courts pour m'entraîner. Ce qui vraiment m'a tiré vers le métier, c'était la conjonction de deux passions différentes. Il y en a une qui était la littérature, puisque j'ai toujours été une grosse lectrice et j'écrivais avant d'être traductrice. Et la deuxième, c'était la langue anglaise. L'anglais a toujours été ma matière préférée à l'école. Depuis le collège, c'était vraiment une passion. J'ai appris très tardivement l'existence du métier, parce qu'en fait, on nous en parlait pas du tout à l'école et même à la fac. J'ai appris, mais vraiment sur le tard et presque par hasard. Et quand j'ai appris qu'il existait une formation, j'avais déjà bac+4, donc c'était vraiment très très tard. Moi, je suis quelqu'un qui écrit, mais qui n'écrit pas beaucoup. Et j'adore cette idée qu'on puisse travailler sur l'écriture, sans avoir cette contrainte de devoir constamment inventer, produire ses propres histoires. C'est-à-dire, je travaille sur un matériau littéraire, mais c'est celui de quelqu'un d'autre. Il y a un côté très mécanique en fait, la base existe déjà, et c'est à moi de la transformer et de travailler en finesse sur les détails. J'ai commencé l'anglais très tôt et j'ai beaucoup travaillé l'anglais, notamment quand j'étais ado, à travers les littératures de l'imaginaire, parce que les bouquins que je voulais lire n'étaient pas traduits suffisamment vite. Aussi à travers les séries télé, puisque dans une époque très lointaine, on n'avait pas internet, donc on n'avait pas les trucs pour essayer de regarder les séries en anglais, la VO ça n'existait pas, et donc j'avais un copain qui avait un abonnement à Sky TV, il m'enregistrait religieusement toutes les saisons de Star Trek, il m'envoyait des caisses de VHS, véridique. Et quand j'ai voulu me mettre à écrire, à être dans la littérature sérieusement, j'ai eu envie de découvrir un maximum de choses qui se faisaient dans le domaine, puisque je venais pas de ce domaine-là. J'avais envie d'écrire, mais j'avais aussi envie de connaître le milieu de façon la plus large possible, donc me frotter à peu près à un maximum de métiers possibles. Et à l'époque, j'étais critique dans Galaxy. J'ai eu la chance que Jean-Daniel Brech me mette le pied à l'étrier dans Galaxy en me confiant quelques nouvelles, et puis ça m'a beaucoup plu, il a trouvé que j'étais pas complètement nul, et que ça pouvait éventuellement valoir le coup de commencer comme ça a un peu fait boule de neige au fur et à mesure, donc je me suis mis à faire des nouvelles pour des revues, puis des livres. Au début, moi j'ai eu la chance, au cours d'un dîner où je voulais changer de boulot, je m'étais dit c'est la traduction, je vais revenir là-dessus, j'en ai parlé à un ami, qui en a parlé à une amie qui prenait une collection chez First et qui avait besoin de traducteurs, qui m'a embauché. Et à partir de là, donc j'ai commencé à faire des guides touristiques. Pas mal de livres d'art, des catalogues d'exposition aussi. Et je me suis adressé à des éditeurs numériques en disant, moi il y a des auteurs classiques que j'aime bien, enfin, que j'aime plus que bien, ils sont dans le domaine public, je vous propose de faire des traductions. Oui, c'est mon métier, il n'y a pas de problème, je fais absolument rien d'autre. Je suis traductrice à temps plein vraiment entièrement depuis 2002, grâce aux éditions Brajlon qui m'ont fait signer un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième. L'idée étant que quand ils m'ont donné le premier livre, on était d'accord pour qu'ils me fassent travailler au moins un an. On avait un accord sur ça. Et alors en traduction, donc je traduis principalement maintenant, exclusivement depuis un sacré paquet d'années maintenant pour La Talente. La traduction a très vite été mon activité principale parce que j'ai eu la chance que ça se passe bien. Je ne remercierai jamais assez Pierre Michaud de La Talente qui a cru en moi et m'a fait travailler et m'a appris énormément de choses, non seulement sur la traduction, mais sur, de manière générale, la gestion d'un texte, l'expression française, le goût et le sens du mot juste. Je pense que mon activité d'auteur s'est énormément nourrie de cette exigence technique que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer en traduction. Donc ça a été mon activité principale à peu près, je dirais aux alentours peut-être des années 2003-2004, jusqu'à à peu près 2011. En fait, en 2011, mon activité d'auteur à côté a pas mal pris d'envergure et j'ai commencé à avoir des contrats pour des trucs de plus en plus sérieux, de mieux en mieux rémunérés forcément. Et en fait, quand j'ai travaillé sur la trilogie Léviathan, qui est une trilogie de thriller de fantasy urbaine, donc ça devait être en 2011 à peu près,
Là, j'ai dû forcément lever le pied sur la traduction et donc en faire moins. Donc je dirais le rapport dans mon temps entre traduction et écriture, c'est progressivement inversé en fait au fur et à mesure. Puisque maintenant, je fais principalement qu'écrire. Je continue à traduire un peu pour le plaisir, notamment les bouquins de Jim Hines qui sont juste excellents et c'est un vrai plaisir de s'occuper de ça. Comment se passe le choix, notamment d'un auteur? Est-ce que c'est moi qui vais défricher le domaine et dire à un éditeur « Tiens, j'ai trouvé ça, c'est très intéressant » Est-ce que l'éditeur vient vers moi? Le cas de figure de traducteur qui est défricheur, ça se produit, mais c'est quand même plutôt une exception qu'une norme. Moi, ça m'est arrivé une seule fois et c'est un éditeur qui m'a laissé carte blanche sur un recueil. Mais ça m'est arrivé une fois en 15 ans. Ce qui se passe en général, c'est plutôt qu'un éditeur va être intéressé par un auteur et considère qu'il correspond à sa ligne éditoriale. Voilà, l'éditeur dit « J'ai cet auteur à traduire ». Et maintenant, qui sont les traducteurs dont le style peut correspondre? Parce qu'on a vraiment chacun de spécificités, de choses qu'on sait faire, qu'on ne sait pas faire, on a un style chacun. Et qui soit disponible, il y a toujours ce petit détail. Et éventuellement qui accepte les conditions si c'est quelqu'un avec qui on n'a pas travaillé. Même si souvent il y a des équipes, un éditeur a tendance à revenir vers les mêmes traducteurs, ne serait-ce que parce qu'on sait comment on travaille. Je sais pas, il sait que le traducteur par exemple est très ponctuel ou des choses comme ça. Il connaît son style, ses difficultés. Et souvent, c'est l'éditeur qui va choisir le binôme. Il pense que cet auteur-là irait bien avec ce traducteur-là, qui se trouve être disponible, et c'est comme ça que ça se fait. En fait, dans le processus traduction, l'interlocuteur du traducteur, en général, c'est l'éditeur. Tout passe par l'éditeur, c'est lui qui choisit l'auteur et qui l'attribue au traducteur. Mais il arrive dans certains cas, pas systématique, mais assez souvent, qu'on puisse être mis en relation avec l'auteur. Et notamment, si on a des questions précises à poser sur le livre, sur des termes. Comme en fantasy, j'ai beaucoup de termes à inventer. Ça m'arrive de vérifier que j'ai bien compris toutes les nuances. C'est pas systématique, mais en général, les auteurs sont plutôt contents d'être contactés. Et souvent, ils se sentent un peu en sécurité s'ils sentent que les questions sont pertinentes. Bon, si elles ne le sont pas, j'imagine que... Nous, on a toujours peur de faire mauvaise impression. J'ai juste une exception, mais en même temps, je connais un peu l'auteur. C'est Brandon Sanderson, donc que je traduis beaucoup en ce moment, qui est quelqu'un qui est extrêmement occupé et qui a un assistant qui s'occupe de beaucoup de choses. Et son assistant fait le lien avec les traducteurs. Mais il a accès à une mine d'informations, il répond pas dans la seconde, mais presque. Quand je me suis servi du tremplin du numérique, en fait, je me suis dit, quitte à faire ça, autant faire ce que j'aime. Donc j'ai commencé par Joyce, parce que j'avais envie de traduire le portrait de l'artiste en jeune homme, qui vient de reparaître en édition bilingue. Et à partir de là, tout s'est enchaîné en fait. François Bon a trouvé ma traduction très intéressante, donc il m'a proposé de venir chez lui. Et lui, j'ai rencontré Gwen Catalan, pour qui je travaille maintenant. Et du coup, j'ai pu proposer, comme il avait été emballé par ça, je lui ai proposé du Jane Austen. Et j'ai proposé Virginia Woolf. Alors évidemment, Virginia Woolf, il était totalement d'accord. Et moi, je voulais absolument commencer par Une chambre à soi. Donc ça, c'était mon texte de référence. J'avais pas envie de traduire les romans, qui ont été traduits, retraduits, etc., mais plutôt les essais ou des textes un peu moins connus. Donc, je suis parti sur ce créneau-là. Donc, avec Une chambre à soi, après, j'ai enchaîné avec Trois Guinées, qui est un peu sur le même thème, mais qui est aussi un essai 10 ans après. Et puis, le dernier en date, ça s'appelle Moi Snob, qui est un recueil de 3 textes, de 3 essais, en fait. Une chose qui est assez amusante, c'est qu'il y a un gros décalage souvent entre l'image que les gens ont des livres et de leurs difficultés pour les traduire et ce que c'est en réalité. Et par exemple, une de mes plus belles expériences, c'est Graham Joyce, qui est un auteur plutôt littéraire, et vraiment j'ai une affinité très forte avec ses livres, et j'étais fan avant de le traduire déjà. Et tout le monde me dit que ça a dû être extrêmement difficile. Moi j'ai souvenir que c'était au contraire très naturel, il fallait se laisser porter. Et ça a été une surprise. Tout le monde pense que c'est ma traduction la plus dure. Je pense que ce qui me donne le plus de mal peut-être actuellement, et en même temps le plus grand plaisir, c'est Brandon Sanderson, qui est l'auteur, qui est en train de devenir mon auteur phare en tant que traductrice, puisque j'ai traduit une dizaine de livres de lui. Et en ce moment, il est, entre guillemets, mon métier principal. Et il y a eu notamment sa série des archives de Rochard, qui à terme va compter 10 volumes, de 1000 pages chacun. C'est absolument génial à traduire, et c'est pas infaisable, parce qu'à chaque fois j'arrive au bout, mais à chaque fois je me demande comment je vais me dépatouiller d'intrigues aussi denses, autant de mots à inventer, en n'ayant pas l'ensemble, puisque tout n'est pas paru. Sur Brandon Sanderson, et pas toutes ces séries, mais celles qui sont vraiment plus de la fantasy, ce qui fait aussi un peu de SF, il y a un travail énorme, en particulier sur la série des archives de Rochard, qui est vraiment un monument.
c'est qu'il invente des mots. Il y a une création d'univers, donc on a des noms de lieux, des noms d'animaux, des religions, des systèmes de magie, il adore ça. J'ai des systèmes de magie entiers à traduire. Et du coup, une des grosses difficultés, c'est de poser ces termes que parfois je pose pour une série en n'ayant pas tous les éléments. Et il y a un travail de création sur ça qui peut être, à la fois c'est très ludique, et à la fois, quand ça veut pas des fois. On va jouer sur les synonymes, on va tordre les mots. Des fois, il y a une intuition, d'un coup, je sais que c'est ça. Des fois, je suis à 2 jours de rendre la traduction et il y a un mot central que j'ai pas. On trouve toujours, mais c'est vrai que pour ça, pour la fantaisie en particulier, c'est vraiment un gros morceau. Et c'est peut-être la partie la plus difficile de ces séries-là. Au niveau de la rémunération, du statut du traducteur, ce qui est intéressant, c'est que juridiquement, le traducteur est un auteur. C'est un auteur forcément qui travaille sur une œuvre, il fait une œuvre dérivée, puisqu'elle se fonde sur une œuvre première, qui est tout simplement le livre qui traduit, mais c'est un travail d'auteur, au sens où il y a un véritable travail d'adaptation, de remise en mots et d'écriture de l'œuvre originale. Et donc du coup, la façon dont est rémunéré un traducteur est finalement assez proche de la façon dont un auteur est rémunéré, puisque c'est un auteur de toute façon. Il y a une avance, il y a un avaloir sur droit, donc le traducteur reçoit une enveloppe qui est censée justement lui permettre de vivre pendant le temps où il va faire la traduction. Et il touche une proportion sur les ventes. Cette proportion que le traducteur touche sur le prix de vente public est finalement relativement faible. En général, typiquement, les avaloirs sont assez généreux. En tout cas, ils sont assez généreux par rapport à un auteur en France. Finalement, le système est finalement un peu inverse à celui d'un auteur. Donc le traducteur, en général, va plutôt vivre sur son avaloir. L'avaloir, il est calculé, par contre, ça c'est différent par rapport à un auteur, c'est qu'il est calculé sur le volume, en fait, du livre. Donc il y a tout un tas de barèmes de calcul, mais en gros, typiquement, plus le livre est long, plus le travail va être long, plus l'avaloir va être important. On est rémunéré à ce qu'on appelle un système de calcul au feuillet, qui est une façon standard de calibrer un ouvrage, qui est en fait une base de calcul qui est tout simplement héritée de l'usage de la profession, où on calcule un feuillet, c'est tant de signes en ligne sur la page. On dit c'est un feuillet et puis c'est tant le feuillet, quoi. Alors après il y a des volants d'adaptation qui sont la difficulté de l'œuvre, qui sont l'expérience et la renommée du traducteur, qui sont l'envergure de l'éditeur et qui peuvent éventuellement être l'urgence du travail. S'il faut que le travail soit rendu avant-hier, on peut éventuellement payer le traducteur plus cher s'il faut qu'il aille beaucoup plus vite. Mais grosso modo, vraiment le volet d'ajustement principal, très loin devant tout le reste, ça va être le volume de l'œuvre. On est dans une situation, c'est vrai, qui est paradoxale sur le fait qu'un auteur français va être moins bien rémunéré qu'un traducteur. Alors, moins bien, ça dépend, parce que si l'auteur français fait un best-seller et que ça explose, forcément, ses droits ne vont pas cesser de tomber, alors que pour un traducteur, dépasser la valoir, c'est quand même assez rare. Il faut vraiment tomber sur un très grand nom, voilà. Donc c'est différent. Soit c'est un jeu de calcul de long terme, soit c'est plus une vie au jour le jour quand on touche la valoir. C'est une situation paradoxale sur le fait que le traducteur finalement soit mieux rémunéré. Il y a beaucoup d'auteurs de l'imaginaire qui en fait sont traducteurs à côté aussi pour cette raison. C'est une situation paradoxale qui, à mon avis, n'est pas liée à la structure de marché de l'édition, mais qui est liée tout simplement à la structure de la relation du public à la littérature étrangère. Paradoxalement et tristement, à partir du moment où mais c'est une vieille idée, à partir du moment où il y a une œuvre qui est en langue anglaise et qui est traduite de l'américain, forcément c'est les Américains, donc forcément ça a plus de poids auprès du grand public. Je fustige personne, c'est juste on constate que c'est comme ça. Ce qui est un peu dommage, parce que on est convaincu bien sûr qu'il y a de l'excellente science-fiction, fantasy, fantastique en France qui se fait. Les choses sont en train de changer petit à petit, ou de plus en plus, à travers un travail de fond réalisé par les éditeurs, par les diffuseurs, libraires, etc., et par les auteurs eux-mêmes. On arrive à porter de plus en plus à la connaissance du public que oui, il se fait une excellente littérature de l'imaginaire de langue française, d'origine française, avec en plus des spécificités européennes qui font qu'en plus, peut-être, ça peut éventuellement plus parler à un public français que ce qui vient de l'étranger,
Surtout quand, et j'aime beaucoup Game of Thrones et j'aime beaucoup ce que fait George Martin, mais George Martin, il a quand même, il le dit, c'est quand même grandement inspiré de Roi Maudit. Donc, après tout, pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous-mêmes taper dans notre propre fond historique? Donc voilà, donc c'est juste l'état du marché qui est comme ça. C'est clairement paradoxal, mais c'est le fait que c'est mondial, hein, c'est pas du tout réservé à la France. Voilà, c'est le poids et l'envergure de la culture américaine et du prestige, qui est que ce qu'on récupère en traduction, c'est forcément en général les énormes best-sellers et déjà les énormes succès qui ont énormément marché non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Pourquoi ça a marché? C'est encore une autre question qui est encore plus vaste. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des adaptations en film et que d'un seul coup, ça fait exploser, et que d'un seul coup, le film étant universel, du coup, ça fait forcément vendre les droits partout ailleurs, et parce que le problème, c'est que Hollywood, c'est américain, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une adaptation en film quand on est américain, parce qu'il n'y a déjà pas la barrière de la langue. Bon, il y a des tas de choses qui viennent se greffer là-dessus. Mais il faut quand même dire que quand une œuvre est traduite, et ça c'est valide quel que soit le pays, c'est que, quand même, grosso modo, on va taper dans quelque chose qui a déjà eu un certain retentissement, même quand on parle d'œuvres américaines. Les Américains inconnus ne sont évidemment que rarement traduits. On m'interroge souvent sur les bons côtés et les moins bons côtés du métier, et je me suis aperçue que ma réponse sur les bons côtés, c'est presque toujours le côté littéraire et le travail sur le texte, et les mauvais côtés, je parle souvent des conditions. Puisque c'est de la même manière que le métier d'auteur, c'est un métier indépendant, avec tout ce que ça implique. Alors il y a quand même beaucoup plus d'argent, des sommes plus importantes en fait qu'en tant qu'auteur, donc ça permet d'en vivre plus facilement. Mais il reste qu'on est dépendant, on signe un contrat à la fois, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. On n'a pas droit au congé payé, on n'a pas droit à un certain nombre d'avantages comme ça qui sont une sécurité. Je dirais que quand on démarre un peu dans l'enthousiasme, on décide qu'on va s'en foutre. Et qu'avec l'âge, en fait, c'est pas si évident. Il y a quand même une fatigue qui s'installe, il y a une discipline énorme à mettre en place, parce qu'on a la possibilité de ne pas se lever le matin. Et puisqu'il n'y a pas de patron pour m'engueuler, il n'y a pas... Et ça, mine de rien, il y a une fatigue qui est liée à ça, le simple fait de se structurer, de devoir trouver sa méthode. C'est une liberté géniale, mais ça a un coût, et ce coût, c'est une grande fatigue par moment. Il y a un stress constant de ne pas avoir de vision sur le long terme. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, avant d'avoir pratiqué ce genre de métier, à quel point ça demande une énergie. C'est-à-dire à la fois ça nous libère, parce que plus on a une structure vraiment ferme et plus on arrive à y trouver ses marques. Et en même temps, c'est quand même un effort de concentration constant. Et il y a une deuxième chose qui est vraiment une grande incertitude. Même de temps en temps, ça m'est déjà arrivé d'avoir un planning qui était rempli pour un an, et d'un seul coup, un fichier arrive en retard. D'un seul coup, pendant un mois, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas pu travailler parce que j'attendais ce fichier, donc j'ai pas gagné d'argent. Donc ça a absolument tout chamboulé, simplement à cause d'un retard qui était totalement imprévisible. Et on a beau avoir une certaine sécurité, moi en ce moment j'en ai parce que je traduis un auteur très prolifique et ça s'enchaîne, mais il peut se passer n'importe quoi et du jour au lendemain tout s'arrête. Et par exemple même planifier des vacances ou des choses comme ça, c'est compliqué. Parce que il suffit d'un retard ou d'un nouveau travail qui tombe, ou, cas de figure très fréquent, de l'argent qui doit tomber et qui tombe avec un mois ou deux de retard. Par exemple, la comptabilité est fermée pendant l'été, j'attends une somme et je l'ai un mois plus tard que prévu. Il y a des tas de petites choses comme ça qui font que même quand c'est sur des rails, même quand ça roule, on n'est jamais totalement tranquille. Donc ça, c'est vraiment le côté précaire, et en sachant qu'après, il faut trouver du travail en permanence. Quand on travaille, on a du mal à chercher autre chose, parce qu'en plus, si on refuse, c'est quasiment certain à 95% que la maison d'édition à laquelle on a dit non ne nous contactera plus, ne vous aura plus de nous. Il y a souvent une question qui est posée au traducteur, qui est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une frustration d'être finalement un travailleur de l'ombre et de ne pas être davantage mis en avant. Et j'ai un rapport un peu ambivalent à cette question. C'est que je trouve que c'est naturel que le travail soit reconnu. Et que par exemple, ce qui pourrait être une bonne chose, c'est qu'on mette plus systématiquement en avant, je ne sais pas, dans des critiques ou dans des annonces par exemple de remise des prix, citer le traducteur plus souvent. Il y a un peu une prise de conscience à prendre à ce niveau-là. Par contre, à l'inverse, je considère que le traducteur doit avoir une certaine humilité qu'il est au service d'un texte et il n'a pas à se substituer à l'auteur. On produit un travail qui est artistique en soi, mais qui n'est pas une œuvre de création. Et je suis un petit peu gênée parfois par un discours qui voudrait mettre le traducteur, pas tout à fait au niveau de l'auteur, mais mettre en avant un peu plus le côté artiste. Alors que pour moi, on est vraiment... alors oui, il y a une création artistique, mais on est avant tout, pour moi c'est vraiment important, au service d'un texte. Déjà, pour une raison très simple, c'est que ça me permet d'être chez moi. Donc du coup, j'organise mon temps comme je l'entends.
Je chante à l'extérieur, donc ça me permet, si j'ai envie de travailler le dimanche, je travaille le dimanche, pour avoir mon mercredi de libre, enfin je fais à peu près ce que je veux là-dessus. Après, c'est que je travaille ce que je veux, maintenant je travaille ce que je veux. Le métier de traducteur, pour moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un métier de passeur avant tout. C'est que le grand plaisir, c'est de transmettre un texte qui va aller vers des lecteurs qui autrement ne liraient pas l'anglais. Enfin, pour moi, c'est la langue anglaise, puisqu'on part du principe que tout le monde lit l'anglais, ce qui n'est pas vrai du tout. Et j'adore cette idée que je dois rendre le texte de la manière la plus fidèle possible. Et ce qui ne veut pas dire coller au mot près. S'il y a de l'humour, essayer de trouver l'équivalent. Et ce que je voudrais, c'est que l'expérience de lecture que fait le lecteur français de la traduction soit le plus proche possible de l'expérience que moi je fais en lisant en VO. Dans la traduction aussi, je pense qu'il y a un plaisir et presque, je dirais pour moi, en tout cas je le vis comme ça, un honneur en fait à se dire que on a la chance de pouvoir passer une œuvre qui est une déclaration d'amour à la lecture, à l'imaginaire, à la SF, à tout ce qu'on aime, c'est vachement plaisant, quoi. Du livre de Genève, dans notre chambre, où on a réussi à mettre le bazar en à peu près 2 secondes. Et cette chambre est transformée en studio pour tourner le plus de vidéos possible.